Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le mardi 5 janvier 2021. Bienvenue dans À l'air libre. Au sommaire de cette émission, un témoignage inédit dans l'affaire Leguet, celui de Ludovic F., un agent de police dont le rôle a été central dans la révélation de cette affaire de violence policière survenue pendant une manifestation de Gilets jaunes le 23 mars 2019 à Nice. Il est ce soir dans À l'air libre. Le rallye Paris-Dakar a commencé dimanche en Arabie Saoudite, moyen de redorer l'image d'un régime tyrannique qui vient de condamner à 5 ans de prison pour terrorisme l'une de ses militantes des droits de l'homme les plus actives. On en parle avec René Bachmann de la rédaction et notre invitée Katia Roux d'Amnesty France. Bienvenue dans À l'air libre, épisode 49, saison 2. C'est une affaire emblématique des violences policières, l'affaire Geneviève Leguet. Et aujourd'hui, nous recevons celui qui a aidé à révéler les faits de cette affaire. Il s'appelle Ludovic F. Il est adjoint administratif au sein de la police nationale et il est ce soir notre invité. Bonsoir Ludovic, bienvenue. Et merci d'être sur notre plateau ce soir. Vous prenez la parole publiquement pour la première fois. Oui. Vous avez 34 ans et vous étiez donc en poste au commissariat de Nice au moment des faits. Alors, on rappelle justement les faits révélés par Pascal Pascariello sur Mediapart. Le 23 mars 2019, Geneviève Leguet, militante d'Attaque de 73 ans, manifeste à Nice lors du 19e rassemblement des Gilets jaunes. Elle est grièvement blessée pendant une charge policière. Très vite, l'affaire prend une tournure politique. Emmanuel Macron, tout en lui souhaitant un prompt rétablissement, lui conseille une forme de sagesse et lui conseille d'avoir un comportement responsable. Et surtout, immédiatement, il exonère la police en affirmant que cette dame n'a pas été en contact avec les forces de l'ordre. Le même jour, donc on est toujours 2 jours après les faits, le procureur chargé de l'enquête, Jean-Michel Prêtre, embraye en affirmant ainsi que Geneviève Leguet n'a pas été touchée par les forces de l'ordre. Voilà pour le contexte. Alors quand vous, au commissariat de Nice, vous lisez les propos d'Emmanuel Macron dans son interview, vous entendez ceux du procureur. Qu'est-ce que vous vous dites ? Tout d'abord, je suis venu ici pour témoigner et expliquer pourquoi j'ai révélé par la presse un dysfonctionnement dans le commissariat de Nice. Et les faits, c'est que lors d'une manifestation, justement fin mars 2019, il y a une manifestante pacifique qui est Madame Leguet, qui a chuté au sol, poussée par un policier lors d'une sommation. Donc cette manifestante s'est retrouvée inconsciente dans une mare de sang et le policier a répondu à un ordre qui était d'une sommation pour faire disperser les manifestants. Donc cet ordre a été émis par un commissaire divisionnaire, M. Souchy, qui est le chef des opérations lors de cette manifestation. Et suite à cette manifestation, une enquête s'est mise en place par le parquet de Nice. Et cette enquête a été confiée par l'ex-procureur de Nice à une chef de service qui était la mienne, donc qui est aussi commissaire divisionnaire, mais qui est aussi la compagne du commissaire divisionnaire, M. Souchy, qui est chef des opérations de cette manifestation. Donc moi, personnellement, je n'ai pas travaillé sur l'enquête en question parce que je suis que administratif, je ne suis pas policier. Donc j'ai eu des informations par la presse locale et des collègues policiers avec lesquels on a discuté de cette affaire dans les services. Et quand j'ai appris comment se déroulait l'enquête, du moins pour la direction de cette enquête, j'étais un peu atterré de voir qu'un couple de commissaires puisse enquêter l'un sur l'autre dans ce type d'enquête. Il y a une remise en question d'indépendance et d'objectivité par rapport à l'égalité de traitement pour tous au sein d'une enquête judiciaire et puis par rapport à la justice dans notre pays. C'est-à-dire que quand vous comprenez les faits, vous vous dites « il faut que je donne l'alerte », mais vous ne vous dites pas que vous allez alerter donc votre chef direct qui est Hélène Pédoya, la compagne du commissaire Rabassouchi qui lui était sur le théâtre des opérations. Vous vous dites « non, je ne peux pas prévenir Hélène Pédoya », alors que vous auriez dû, selon l'article 40. Oui, tout à fait, mais j'étais tellement atterré de cette décision de donner cette enquête à ma chef de service, qui est la compagne, donc, comme je l'ai dit, du commissaire divisionnaire, M. Souchy. Je me suis dit que cette pratique n'était pas normale, n'était pas indépendante et pas juste envers notre République et par rapport aux citoyens. Donc je me suis dit que je vais révéler ce point important de conflit d'intérêts par la presse. Je n'ai pas pu faire autrement
parce que ma hiérarchie et l'ex-procureur de Nice étaient donc acteurs de ce conflit d'intérêts. Donc je n'avais pas d'autre moyen que de faire connaître ce conflit d'intérêts qui pour moi a quand même une problématique importante dans le respect de chaque citoyen d'être vu par la justice ayant une justice égale pour tout le monde. Donc j'ai pas pu fermer les yeux et être complice de ça. Donc par mon silence, j'ai voulu agir, enfin du moins réagir par la presse. Vous n'aviez pas confiance en votre hiérarchie sur cette affaire-là? Je l'ai fait de manière désintéressée, de bonne foi. Je n'ai pas fait cela pour attaquer telle personne ou telle personne, et ni l'institution en elle-même. Parce que je tiens à préciser que j'ai agi non pas pour moi, mais pour l'intérêt général, et que je respecte chaque policier qui a rempli ses missions au quotidien pour notre sécurité sur tous les territoires, y compris sur Nice, où je respecte la police dans son ensemble et l'institution en elle-même. Mais on ne peut pas laisser passer ce genre d'attitude d'impartialité face à une enquête qui est mise en place sur une violence policière qui est en amont de cette histoire. Alors, vous l'avez cité, c'est un des personnages clés de cette affaire, c'est le compagnon d'Hélène Pedoya, votre chef, donc c'est le commissaire Rabah Souchi. Rabah Souchi, c'est lui. Et dans cette vidéo, tournée par les gendarmes, donc une vidéo inattaquable, on le voit donc à Nice, ce fameux 23 mars 2019, à côté de son escadron de 60 hommes environ, à un moment où il fait ses sommations. Et puis il lance la charge sur un petit groupe, quelques personnes éparses seulement. Alors il y a plusieurs documents officiels qui concluent que le comportement de Rabah Souchi pendant le maintien de l'ordre lors de cette manifestation a été problématique. D'abord c'est l'IGPN, la police des polices, qui publie en avril dernier un rapport qui était très attendu. Dans son rapport, l'IGPN estime que les ordres donnés par le commissaire divisionnaire Souchi se caractérisent par un manque de clarté et un aspect directif. Le rapport dit aussi que les ordres sont inadaptés, en particulier lors de la charge effectuée au cours de laquelle Madame Leguet a été poussée. Et pour tirer d'ailleurs ses conclusions sur Rabah Souchi, l'IGPN s'appuie sur le compte-rendu d'opération d'un gendarme qui était sur place au moment des faits et qui contredit totalement la version policière et du procureur au tout début de l'enquête. Ce compte-rendu, Mediapart se l'était procuré, le voici. Il est daté du 25 mars 2019, soit 2 jours après les faits. Dans ce document, le gendarme estime que la charge effectuée est en totale disproportion et nécessité face à une foule d'une trentaine de personnes assez âgées, très calmes, avec de nombreux journalistes. Le gendarme précise aussi qu'il n'y a pas eu de sommation. Alors que l'IGPN conclut à une charge disproportionnée, c'est très rare, ça mérite d'être souligné. Est-ce que cela vous conforte dans ce que vous avez fait ? Moi concrètement, c'est pas vraiment le côté violence policière qui m'intéressait, que je révélais du moins, parce que ça c'est la première partie de cette affaire de Mme Leguet. Moi j'ai plutôt visé la gestion de l'enquête sur le conflit d'intérêts donc, qui a été mis entre le procureur, l'ex-procureur de la République de Nice et la commissaire divisionnaire qui l'accompagne de M. Souchi. Alors d'ailleurs, depuis que cette affaire a été médiatisée et ces divers rebondissements, l'affaire a été dépaysée à Lyon. Donc voilà, elle n'est plus sous l'autorité du procureur. Et Rabah Souchi lui-même a été mis en examen. Est-ce que vous pensez que ce que vous avez fait y est pour quelque chose et a permis de faire avancer cette enquête ? C'est possible que c'est pu jouer sur la vérité de cette affaire. Après... Moi, l'idée, c'est pas d'être le porte-drapeau de ce genre d'action, parce que c'est pas une action habituelle et ordinaire, on va dire. Faut prendre du courage, je vais dire, pour penser aux risques qu'il y a derrière, aussi bien financier, familial, professionnel et tout ce qui va avec. Après, c'est vrai qu'il faut peut-être dire qu'il ne faut pas avoir peur de dénoncer les choses qui ne sont pas très nettes et qui ne sont pas déontologiques, on va dire, par rapport au fonctionnement de la police nationale, même si c'est une institution où il y a des choses qu'il faut améliorer, ça en fait partie. C'est important de le dire.
Oui, je pense que c'est important de le dire. Et si on veut redonner une confiance entre la police et les citoyens, je pense qu'il faut oser dire ce qui ne va pas pour que ça soit amélioré par la suite et donner envie à d'autres personnes de rejoindre la police. Si apparemment il y a un problème de recrutement, de qualité de recrutement, il faut déjà qu'on améliore ce qui existe aujourd'hui pour aller de l'avant et préparer l'avenir. Ça vous coûte très cher d'avoir fait ce que vous avez fait. Vous attendez dans quelques jours de passer en conseil de discipline. Vous êtes convoqué vendredi pour un conseil de discipline où vous risquez d'être révoqué de la police nationale. Comment vous appréhendez ce moment ? C'est vrai qu'après 10 ans de fonction publique, je ne pensais pas que ma carrière aurait connu ce genre d'aventure, on va dire. Mais on ne se refait pas, donc quand on est quelqu'un d'authentique et avec des valeurs par rapport à mon éducation catholique, on va dire, le choix sera fait par rapport au conseil de discipline et puis après dans le ministère de l'Intérieur. Après, j'espère que sera retenu des éléments importants qui seront apportés par rapport à mon action. Comme je l'ai dit, j'ai dû enfreindre quelques autorisations législatives, on va dire, pour que la vérité soit faite aussi bien envers Madame Leguet que pour la police et que pour tous les citoyens qui ont envie d'avoir une police nationale qui soit claire et cohérente avec ses propos et on le voit très bien, quand on demande à quelqu'un de porter son masque ou d'avoir une attestation pour sortir chez soi, c'est une loi qu'on doit faire appliquer, mais on l'applique pour soi-même et aussi pour les autres. Vous trouvez que la police n'est pas irréprochable aujourd'hui ? Je pense que personne n'est au-dessus des lois, qu'on soit policier, ministre ou député ou simple fonctionnaire. La loi est la même pour tout le monde, donc il faut qu'on soit impartial et exemplaire. Après, chacun doit se regarder dans son miroir. Donc moi, j'ai fait ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire être un citoyen, fonctionnaire, réacteur par rapport à cette action qui était faite sur le conflit d'intérêts. Peut-être que tout le monde ne l'aurait pas fait, mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de vivre dans le mensonge et de se fermer les yeux, se mettre des œillères. Et il faut qu'on retrouve une cohésion dans notre fonction publique et dans notre pays dans son ensemble. Si on n'est pas acteur de tout ça, je pense qu'il y a plein de choses qui se font et ça ne donne pas une bonne image pour la police nationale. Dans la convocation disciplinaire, il vous est reproché des faits antérieurs pour lesquels vous avez été condamné à une amende. Vous vous êtes fait passer pour un inspecteur du travail pour aider votre père qui était en difficulté avec son employeur. Cette condamnation, elle n'est pas de nature à vous empêcher d'être un fonctionnaire de police. Elle n'a rien à voir avec les faits qui vous sont reprochés aujourd'hui. Pourtant, elle est mentionnée dans votre convocation. Pourquoi, à votre avis ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on veut à tout prix vous faire payer d'avoir agi ? Oui, effectivement, j'ai agi pour mon père parce que j'apprécie aussi bien rendre service dans la fonction publique que dans ma famille. Donc j'ai vu qu'il n'était pas bien, il n'avait pas le moral, il était limite en dépression. Mais sans rentrer sur le détail de cette histoire, oui. Justement, elle n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans l'affaire Leguet. Oui. Et pourtant, elle est mise sur la table dans votre convocation disciplinaire sur l'affaire Leguet. Comment est-ce que vous expliquez ça ? C'est peut-être un levier pour accentuer la sanction par rapport à ma révélation sur le conflit d'intérêts. C'est un sujet qui n'a pas été évoqué en amont par une sanction disciplinaire. Donc ça ressort aujourd'hui. Je ne connais pas les raisons. Après, je le saurai lors du conseil de discipline. Avec le recul, ça fait un peu plus d'1 an que tout ça s'est passé. Est-ce que vous referiez ce que vous avez fait ? Je pense que je le referai. Peut-être que je prendrai plus de précautions et un temps de réflexion dans la mise en œuvre de l'action en elle-même. Mais aujourd'hui, lorsque j'ai appris que cette enquête était menée par cette chef de service et qu'il n'y avait pas d'impartialité dans la gestion de l'enquête et qu'il y avait des risques de cacher des preuves ou cacher la vérité, j'ai réagi comme cela.
Après, peut-être qu'il faut voir pour développer une protection des lanceurs d'alerte qui soit plus connue par le public. Et peut-être, pourquoi pas, mettre en place une autorité indépendante spécialisée dans ce type de lancement d'alerte pour que ça soit démocratisé. C'est-à-dire que vous ayez un autre interlocuteur que le procureur ou la policière qui sont impliqués dans l'enquête, une autorité indépendante pour que vous puissiez donner l'alerte. Oui, ce qu'on parle souvent dans les débats télévisés de l'indépendance de l'IGPN. Mais je pense que ce n'est pas vraiment le débat. Je pense qu'il faut une autorité administrative indépendante de toutes les fonctions publiques et privées, parce que je pense que dans les entreprises privées, il y a aussi des problèmes de révélation. Et je pense que ce serait intéressant de réfléchir, de proposer cette idée aux députés, au Parlement, qu'on mette en place une administration indépendante pour protéger le lanceur d'alerte, mais également faire le lien entre l'administration ou l'entreprise, d'où dépend le lanceur d'alerte. Merci Ludovic F. d'avoir accordé votre première prise de parole publique à l'air libre. C'est un pays où les droits de l'homme, et en particulier ceux de la femme, sont bafoués. Un pays à qui la France continue allègrement de vendre des armes. C'est l'Arabie Saoudite. On en parle avec notre invitée Katia Roux d'Amnesty. Bonsoir Katia Roux, bienvenue sur le plateau d'Alerte Libre. Vous êtes chargée de plaidoyer à Amnesty France et on est en ligne avec René Bachmann de la rédaction. Salut René. Salut. On a plusieurs sujets à aborder tous les trois. D'abord le Rallye Dakar, qui n'est plus le Paris-Dakar, qui n'est plus au Sénégal, mais donc depuis en Arabie Saoudite pour la 2e édition. La course a commencé dimanche dans un décor qu'on pourrait dire un décor de rêve, derrière lequel se cachent mal les turpitudes du régime saoudien de Mohamed Ben Salman, le prince héritier. Katia Roux, en quelques mots, il symbolise quoi pour vous ce Rallye Dakar en Arabie Saoudite ? Ce Rallye Dakar symbolise tout simplement l'opération séduction lancée par les autorités saoudiennes depuis plusieurs années maintenant pour redorer leur image sur la scène internationale et asseoir leur posture, attirer des investisseurs, attirer des acteurs privés étrangers et effectivement se racheter un petit peu une image respectable. C'est un peu ce que tu écris, René, toi aussi. Tu as écrit un article où tu dis que ce rallye est au service de la dictature saoudienne. C'est ce que tu écris dans Mediapart. Pourquoi ? Parce que ce que vient de dire Katia est parfaitement juste. Il s'agit d'arriver à séduire. Moi, je pense qu'il s'agit aussi surtout d'arriver à camoufler. En fait, il s'agit pendant 15 jours, les 15 jours que va durer le rallye, que l'image de l'Arabie Saoudite soit l'image d'un pays esthétiquement très satisfaisant, ravissant, formidable, avec des dunes, avec un parcours extraordinaire, dans lequel se déroule une compétition sportive magnifique, etc., etc. Enfin, je passe sur tous les adjectifs qu'on pourrait attribuer. L'opération est une opération de camouflage, en réalité. Pour moi, c'est rien d'autre que ça. Et qu'est-ce qu'on camoufle ? Il s'agit de faire disparaître la réalité de l'Arabie Saoudite derrière cette image. Et la réalité de l'Arabie Saoudite, si tu peux la qualifier, tu la qualifies comment et tu en dis quoi ? Je dirais que l'Arabie Saoudite, c'est un pays absolument despotique. C'est une monarchie héréditaire qui est gouvernée par le principe de la charia. C'est un pays dans lequel les droits de l'homme, et en particulier ceux de la femme, sont absolument inexistants. C'est un pays qui, en plus, a des ambitions régionales considérables. C'est un pays déstabilisateur. C'est un pays qui entretient des relations catastrophiques avec la plupart de ses voisins, notamment avec l'Iran. Et c'est un pays qui maintient, disons, un climat très désagréable, très instable dans toute la région. Donc je dirais que c'est un pays avec lequel on ne devrait pas avoir des relations aussi chaleureuses que celles que nous avons, hélas. C'est un pays où Amnesty n'est pas autorisé à aller. Absolument. Amnesty n'est pas autorisé à mener ses activités en Arabie Saoudite. Nous travaillons quand même sur ce pays en enquêtant, en étant en contact avec les personnes qui sont exilées ou avec d'autres organisations, tout simplement parce que nous aussi, nous dénonçons le bilan catastrophique du pays en matière de droits humains et nous essayons de dénoncer l'envers du décor qui correspond véritablement à un verrouillage de la société civile et une attaque frontale contre toutes les libertés fondamentales. Alors justement, juste avant que
que ce rallye commence. La militante saoudienne des droits humains, Loujain Al-Hathloul, a été condamnée lundi à 5 ans et 8 mois de prison pour terrorisme. Alors Loujain Al-Hathloul, c'est elle a 31 ans. Elle est connue pour avoir mené la bataille du permis de conduire pour les femmes de son pays. On se souvient d'elle en 2014 au volant d'une voiture. Et alors, ce qu'il s'est passé, c'est que la vidéo a fait le tour du monde, mais que pour cet acte, Loujain Al-Hathloul a passé 73 jours en prison. Aujourd'hui, elle est condamnée, mais elle est déjà emprisonnée depuis 2 ans. La France et d'autres pays européens ont appelé à sa libération. Est-ce que le gouvernement français est sincère? Je vous pose la question à tous les deux. René? Est-ce que je peux sourire 5 minutes? On l'a vu, oui, on l'a vu. Non, il ne faut pas plaisanter avec ça. Le gouvernement français n'est pas sincère du tout. S'il avait voulu être un peu plus actif en faveur de Loujain Al-Hathloul, il serait conduit différemment. Je me rappelle de la rencontre que j'avais eue avec elle, c'était à Paris en 2017. Elle était venue faire un peu de publicité pour la cause qu'elle défendait, celle dont a parlé Katia à l'instant, c'est-à-dire le fait que les femmes puissent conduire et aussi le fait que les femmes puissent être libres. C'était son combat. Il faut savoir que Loujain Al-Hathloul a une autre caractéristique, c'est une démocrate forcenée. Elle a été la première femme saoudienne à se présenter à une élection. Elle tenait absolument à voter. Et elle est tellement démocrate forcenée que les études qu'elle fait sont des études de droit et qu'elle les fait à la Sorbonne d'Abu Dhabi parce qu'elle pensait que la Sorbonne c'était une garantie d'études libres et fondées sur les principes que nous adoptons en principe en France. Donc Loujain Al-Hathloul a commencé dans la vie politique par la volonté de vouloir établir une démocratie chez elle, ce qui était extrêmement audacieux et très imprudent d'une certaine façon. Mais elle a un courage assez extraordinaire, et c'est d'ailleurs pourquoi elle a été foutue en prison, si on peut parler ainsi, parce que elle avait réclamé le droit pour les femmes de conduire. MBS, Sa Majesté adjointe, si je peux dire, le prince héritier, a accordé il y a 1 an et demi ce droit aux saoudiennes, mais comme Loujain s'était battue pour ce droit, elle apparaissait comme une personnalité qui était considérable et qui avait beaucoup d'influence en Arabie Saoudite. Donc il fallait absolument la faire taire. C'est pour ça qu'on l'a mise en prison il y a 1 an et demi. Alors justement, tu dis que tu l'as rencontrée en 2017 quand elle est venue en France. Elle avait d'ailleurs été reçue par le Quai d'Orsay où elle avait pu exprimer son propos sur le régime tyrannique de Mohamed Ben Salman. Et pourtant, tu as souligné dans ton article, René, que aucun diplomate français ne s'est déplacé à son procès. Oui, Amnesty avait souligné ce fait avec raison, à mon avis. Il n'y avait pas beaucoup de diplomates étrangers, mais il y en avait 6 ou 7, si j'ai bonne mémoire. Il y avait même un Américain, ce qui est quand même extraordinaire, compte tenu des relations très chaleureuses qui existent entre les Américains et l'Arabie Saoudite. Il y avait un Américain, il y avait un Danois, il y avait d'autres diplomates européens. Il n'y avait pas de Français. Et moi, je m'en suis étonné, donc je suis allé voir un peu ce que les Français pensaient du statut de Loujain Al-Hathloul. J'ai trouvé qu'il y avait eu 2 rencontres en 2019 et 2020, entre M. Le Drian, qui est notre ministre des Affaires étrangères, spécialiste de la vente d'armes, et le ministre des Affaires étrangères saoudien. Au cours de aucune de ces deux rencontres, il n'a été question de Loujain. J'ai regardé les comptes rendus des conversations dans les 2 rencontres, il n'en a jamais été question. Et je me suis penché sur les déclarations du Quai d'Orsay à propos du statut de Loujain Al-Hathloul. J'ai trouvé ces phrases-là, qui sont formidables. Il y en a une qui date de novembre 2020. On dit que la France porte une attention particulière, se mobilise de façon constante en faveur des droits de l'homme et de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les instances multilatérales comme dans les relations bilatérales. Le président de la République avait réaffirmé dès 2019 son soutien à Loujain Al-Hathloul et appelé à sa libération à l'occasion de la Journée internationale pour les femmes. Bon. C'est faible. On n'a pas le souvenir que ça a été public, on n'a pas le souvenir que ça ait eu le moindre effet. Votre réaction, Katia Roux ?
Absolument, je rejoins tout à fait René Bachmann sur cette analyse. Emmanuel Macron avait effectivement pris la parole lors du prix Simone Veil le 8 mars 2019 et avait non pas appelé à sa libération, mais souhaité voir sa libération prochaine. Donc il y avait déjà toute une circonvolution. Voilà, toute une circonvolution, parce qu'il ne faut pas froisser l'allié saoudien, tout simplement, il faut dire ce qui est. Et c'est vrai que nous avons appelé, avec d'autres organisations à plusieurs reprises, à une prise de parole publique forte. On nous sert toujours l'argument de la diplomatie silencieuse, il faut mieux négocier ce genre de choses derrière des portes closes pour ne pas mettre les personnes en danger. Là, en l'occurrence, la famille, les organisations, tout le monde appelait à une mobilisation forte. La France a été très très loin du compte. On l'a vu aussi au moment du sommet du G20, puisque l'année dernière, l'Arabie Saoudite présidait le G20 et donc fin novembre, au moment du sommet, on a interpellé à nouveau la France pour qu'elle prenne la parole publiquement sur les enjeux de droits humains et plus particulièrement sur la question des militantes emprisonnées et du cas de Loujaine El Assoul, qui est effectivement extrêmement emblématique du combat pour les droits des femmes. Il n'a pas eu un mot sur le sujet. Et on a vu ensuite, une fois le G20 passé, que le procès de Loujaine s'est accéléré, donc entre Noël et le jour de l'an, que son cas a été renvoyé devant une juridiction antiterroriste. Et là, effectivement, on a prévenu à nouveau le Quai d'Orsay, l'Élysée de ces audiences dans l'espoir de pouvoir voir des représentants français se rendre sur place. On sait très bien que l'accès est fermé par les autorités saoudiennes. Là, l'excuse du Covid a été avancée, mais même avant, il était impossible de pénétrer dans les salles d'audience. Toujours est-il que ça envoie un signal politique fort d'être présent. Et donc oui, il y avait une délégation de plusieurs pays. Et oui, la France a brillé par son absence. Et donc quand vous avez dit à la France « soyez présents à ce procès », on vous a répondu « à peu près, il y a le Covid ». On ne vous a même pas répondu? On ne nous a pas répondu. Après coup, effectivement, on nous a dit qu'il était de toute façon impossible d'accéder à ces salles d'audience. Ça n'a pas empêché d'autres pays d'être sur place et d'envoyer ce signal fort. Donc on continuera à les interpeller et à demander non seulement une interpellation forte des homologues saoudiens, mais la demande de libération immédiate et sans condition, puisque vous l'avez rappelé, elle a été condamnée à 5 ans de prison, assortie de 5 ans d'interdiction de quitter le territoire. Et même si elle pourrait être libérée prochainement avec la suspension de peine, elle est accusée de terrorisme. Pour avoir défendu des droits humains. Pour avoir défendu des droits humains de manière tout à fait pacifique. Emmanuel Macron... Pardon, René, je t'en prie. Elle a été accusée, elle a été condamnée surtout pour avoir parlé aux ONG et aux journalistes étrangers. Ça fait partie des choses qu'on lui reproche de façon spécifique. Et qu'on qualifie de quoi? D'intelligence avec l'étranger, c'est ça? Voilà, oui, absolument. Oui, c'est une façon de voir la défense des droits humains. Tenter d'affaiblir le pouvoir du royaume. Emmanuel Macron dispose de quelques leviers, comme les armes, par exemple, que la France pourrait décider d'arrêter de vendre. C'est sans doute naïf de ma part de le formuler comme ça, mais en tout cas, la France n'a pas décidé d'utiliser ce levier-là. Non, du tout. Pour des raisons très simples. L'Arabie Saoudite a été pendant les 10 dernières années notre 3e meilleur client en matière de vente d'armes. Et depuis à peu près 1 an, les Saoudiens sont en train de se demander s'ils ne vont pas plutôt acheter des armes américaines que des armes européennes, françaises en particulier. Donc les Français font un travail de sape, si on peut dire, auprès des Saoudiens énorme pour essayer de reconquérir le marché saoudien. Il s'agit de montrer aux Saoudiens qu'on est vraiment des fournisseurs irréprochables, qu'on ne viendra pas leur chercher des poules à la crinière si jamais ils reviennent chez nous. On est prêt à tout pour ça, y compris à faire en sorte que les gens qui parlent en faveur du droit des femmes et de l'homme puissent plus s'exprimer. J'insiste là-dessus parce que l'un des reproches qui a été fait à Loujaine, c'était d'avoir parlé aux journalistes étrangers, d'avoir parlé aux ONG, d'avoir parlé à Amnesty notamment, et d'avoir tenté d'obtenir un job aux Nations Unies. Comme si c'était une chose absolument terroriste que de travailler pour les Nations Unies dans un pays comme celui-là. C'est dire à quel point l'Arabie Saoudite est un pays très 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 spécial auquel il faut faire, à mon avis, extrêmement attention. Il ne faut surtout pas se laisser avoir par le cirque du Paris-Dakar. Katia Roux, je vous vois acquiescer. Oui, j'acquiesce parce que c'est le chef d'accusation, en fait, est tout à fait disponible. La famille de Loujaine El Assoul, sa sœur notamment, Lina El Assoul, a rendu public sur les réseaux sociaux les actes d'accusation. Et effectivement, tout ce que vient de dire René Bachmann figure comme justifiant une poursuite pour des faits liés au terrorisme. Il faut savoir que son affaire, encore une fois, a été transférée devant le tribunal pénal spécial qui juge des affaires liées au terrorisme et qui peut donc prononcer des peines très lourdes, allant même jusqu'aux exécutions.
Donc effectivement, il y a là une aberration totale qui montre bien le sort, le traitement qui est réservé à toutes les voix dissidentes, à toutes les voix indépendantes, critiques du pays. Et la France a un rôle à jouer, c'est indéniable. Et je rejoins tout à fait l'analyse. Aujourd'hui, ce qui est prioritaire, ce sont les intérêts économiques, stratégiques sur la question des droits humains. Un message à Emmanuel Macron ? De changer justement cet ordre des priorités, de commencer par faire passer la question des droits humains avant tout le reste, de pouvoir interpeller, quoi qu'il en coûte, les autorités saoudiennes et demander clairement, officiellement, publiquement, la libération immédiate et sans condition de Loujain El Asloun, mais de beaucoup d'autres en fait militantes et militants qui sont incarcérés simplement pour avoir défendu pacifiquement les droits humains. Mais comment on continue à croire à ça quand on est, comme vous, au plaidoyer à Amnesty ou dans d'autres ONG, quand en fait les droits humains ne sont jamais au premier plan dans la diplomatie et dans les relations entre États. En tout cas, en France, je n'ai pas le souvenir d'un président qui ait mis ça au premier plan. Effectivement, c'est très frustrant et c'est aussi une question qu'il faut traiter dans la durée parce que les petites victoires, les libérations qu'on peut obtenir, qui sont, elles, des grandes victoires, interviennent souvent après des années et des années de travail, de pression. Et c'est aussi quelque chose qui est très difficile de tenir dans la durée. C'est très difficile pour, évidemment, les personnes concernées, c'est très difficile pour les proches. Et les organisations se doivent de maintenir la pression et de réitérer sans cesse ces demandes parce qu'au bout d'un moment, c'est comme ça qu'elles passent à la trappe aussi. Et c'est assez facile d'oublier, c'est l'usure. Et donc, c'est frustrant de ne pas avoir des résultats immédiats, mais on continuera à marteler et à réitérer ces demandes jusqu'à obtention des victoires et des résultats. Le cas de Loujain El Asloun, il n'est pas isolé. La situation des droits de l'homme en Arabie Saoudite, est-ce qu'elle a empiré ou progressé sous le règne de MBS ? Alors, la situation en matière de droits humains en Arabie Saoudite est absolument catastrophique et on a vu effectivement sous les ordres de MBS cette situation se détériorer avec, comme je le disais au début, un étau qui se resserre sur la société civile. On parle là des défenseurs des droits humains, on parle des militantes des droits des femmes, mais toute personne critique, toute voix dissidente, toute voix indépendante aujourd'hui est exposée à des arrestations, à des détentions arbitraires, voire même à des exécutions. Donc aujourd'hui, l'Arabie Saoudite de Mohammed Ben Salman, ce n'est pas effectivement les belles images du Dakar. L'envers du décor, ce sont des prisons, ce sont des tortures, ce sont des arrestations arbitraires pendant des années. Et oui, la situation est de pire en pire. Merci à tous les deux pour ce terrible constat, mais nécessaire. Katia Roux, vous êtes chargée de plaidoyer à Amnesty France. René Bachmann, on te lit dans Mediapart. À très bientôt. Tout de suite, le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart ces dernières 24 heures, petit récap, les suites du coronavirus, mais sous un angle économique. D'abord, Romaric Gaudin nous parle de l'année à venir après une année 2020 hors norme. Pour lui, la France va devoir faire face au risque de voir la crise économique prendre son autonomie vis-à-vis de la crise sanitaire. La réponse pourrait être une mise sous perfusion permanente des entreprises au détriment de l'État social et du monde du travail. C'est l'analyse de Romaric. À lire également cet article de Khadija Zerouali qui s'inscrit dans notre série consacrée au centenaire du Parti communiste français. Khadija s'est intéressée au mouvement d'éducation populaire, une histoire intimement liée à celle du Parti communiste qui, avec son affaiblissement, a vu sa présence s'étioler dans ses organisations. Et enfin, un appel aux photographes dans le club. Mediapart soutient le prix ISEM pour la 4e année consécutive. Objectif, soutenir des projets photos en cours qui s'inscrivent dans le champ de l'image documentaire. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 29 mars 2021. À l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Bonne soirée à toutes et à tous. Salut!